Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire tactique. Donc, on est là aujourd'hui avec Yvon pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est celui d'arrêter de piloter à vue. Donc moi, je suis Guillaume Chevalier, je suis responsable de l'accompagnement des dirigeants de TPE-PME au sein de l'association Tactique. Et on est ensemble avec Yvan. Donc Yvan, je te laisse te présenter et présenter le collectif Tactique. Oui, Yvan Quenardel, je suis expert comptable et président du groupe Maintenant, un groupe spécialiste de l'accompagnement des TPE-PME. On a fondé Tactique il y a 3 ans sur la base d'un constat. Les dirigeants de TPE-PME sont bien souvent trop seuls, ont un interlocuteur principal qui est l'expert comptable, qui a un champ de compétences limité. Et les dirigeants de TPE-PME ont besoin d'un accompagnement qui va bien au-delà du droit et du chiffre. Et on s'est rendu compte, en fait, on faisait le constat qu'il était difficilement accessible, il était difficilement possible pour un dirigeant de TPE-PME d'être accompagné au-delà de cette intervention pour une question d'offre, une question aussi de moyens financiers. C'est comme ça qu'en fait, a cheminé cette idée de créer cette association qui est Tactique, qui accompagne depuis 3 ans désormais les dirigeants de TPE-PME sur la stratégie. La stratégie étant pour nous le moyen de ne plus subir, d'anticiper, de se projeter. On en reparlera tout à l'heure avec Guillaume. Voilà, et l'association réunit un collectif d'experts au service des dirigeants qui interviennent sur différentes thématiques, soit RH, management, finance, marketing digital, commerce, RSE. Voilà, on a lancé cette offre il y a 3 ans sur la base d'un accompagnement individuel aux côtés du dirigeant ou des dirigeants pour les aider à challenger en fait leurs idées. Puis petit à petit, on s'est rendu compte que il y avait également un besoin de formation. On est expert de nos métiers, mais on nous demande de devenir expert RH, expert marketing, expert finance. On a créé un parcours de formation il y a un peu plus d'1 an. C'est sous le principe de 10 dirigeants qui se retrouvent à raison d'une journée par mois pendant 9 mois, entrecoupés d'un coaching individuel. On aborde toutes ces thématiques lors de ces sessions. Les experts se connaissent très bien. Chaque brique est interconnectée avec l'autre, toujours sous l'angle de la stratégie. Voilà, il y a un vrai partage d'expérience aussi. On se rend compte que des dirigeants qui ont des tailles différentes, des secteurs d'activité différents, ont pourtant les mêmes problématiques. Et l'objectif de ces formations est de permettre aux dirigeants de monter en compétences et d'être armés pour faire face à un environnement extrêmement mouvant. Et ça l'est de plus en plus. Voilà, on a lancé ça il y a un peu plus d'1 an. On aura à la fin de l'année 10 parcours de formation qui se seront lancés. On est à Rennes, à Vannes, Lorient maintenant, et Paris également. L'objectif étant de pouvoir s'étendre sur le territoire breton, notamment pour accompagner le plus grand nombre de dirigeants. Okay. Et également, de façon plus ponctuelle, on accompagne des séminaires de direction pour également être capable de porter la stratégie dans l'entreprise, plus ponctuellement. Super. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet de la thématique du jour. Ce qui nous a amené, nous, à aborder ces sujets-là et à avoir ces réflexions depuis déjà de nombreux mois, c'est le constat que la période qui vient de se dérouler, les 2 dernières années, les 3 dernières années même, ont été très chargées, pleines de rebondissements. On a connu le Covid, on a connu les confinements, on a connu les après-confinements, des redémarrages d'activités, des arrêts d'activités. Il s'est passé tout un tas d'événements. Le constat que nous on fait suite à ça, c'est de se dire que en fait c'est ce qui s'est passé et c'est pas forcément fini et c'est plutôt la nouvelle normalité. On est à présent dans une ère, il y a toujours eu de l'incertitude, mais notre conviction c'est que l'incertitude aujourd'hui elle est permanente et qu'il faut s'adapter, s'habituer à ce que ce soit continu. Pas forcément tout le temps, pas forcément aussi fort que ce qu'on a vécu, mais en tout cas c'est on vit dans un environnement changeant et ce qui nous attend quand on parle des enjeux climatiques, de tout un tas d'autres sujets, on sait que c'est des choses auxquelles il va falloir s'habituer et se préparer. D'où l'enjeu de travailler la thématique du pilotage. Aujourd'hui, pour nous, il n'est plus possible de se demander où on va. On navigue dans le brouillard, sans forcément cap, sans forcément direction.
Et il y a tout un tas de clés, de réflexes, d'habitudes à avoir qui peuvent aider à avancer. Ça n'enlèvera pas l'incertitude, ça fera juste en sorte qu'on soit plus prêt à l'aborder. Ce Donc qui pour nous, était c'est un vrai il y a super quelques… Guillaume, si je peux compléter ce que Oui, tu dis, ce qui était vrai il y a effectivement quelques années où, même si tout ça nous paraît très loin et on n'en a même plus le souvenir, c'est que entreprendre dans un environnement constant, ce n'est plus la norme. Ce que tu disais à juste titre, on a eu le Covid, mais on a également l'énergie aujourd'hui. Demain, on aura, et en fait, c'est même un sujet d'actualité, l'environnement. On a également une problématique de recrutement. Tout ça, c'est au cœur enfin, chaque entreprise est touchée par ces considérations-là. Il faut aujourd'hui s'adapter dans un contexte effectivement où on y voit moins clair. En tout cas, il faut être beaucoup plus agile et être capable surtout de prendre des décisions. exactement. D'où le sujet du jour, arrêter de piloter à vue. Alors c'est une formulation qui nous est propre. Derrière, on y met tout un tas de sujets que nous, on a mis en œuvre depuis 3 ans au sein de Tactique et même un peu plus proche depuis 1 an en faisant en sorte que les gens qui soient accompagnés par Tactique sur les sujets de la stratégie, on reviendra un peu plus en détail sur ce qu'on met derrière stratégie ensuite, mais aussi que le lien soit très fort avec l'expertise comptable pour qu'on ne fasse pas de la comptabilité sans stratégie et de la stratégie sans comptabilité et que l'ensemble permette un vrai outil, un vrai support pour les dirigeants, pour les aider à prendre des décisions. Et le premier point de départ, c'est que quand on parle de pilotage, on pense très vite à indicateurs financiers. Nous, notre point de départ, c'est plutôt de se dire que pour piloter, il faut déjà savoir où on va. Et c'est là qu'intervient la stratégie. Donc, pour ceux qui nous connaissent, vous savez que c'est notre fer de lance et notre sujet de prédilection. Derrière stratégie, après, on y met tout un tas de choses, tout un tas d'idées, parfois d'idées reçues également. Nous, l'enjeu et je ne sais pas si on peut parler de bataille, mais en tout cas, la bataille qu'on mène, nous, depuis 3 ans, c'est de démocratiser la stratégie dans les TPE-PME, de montrer que c'est un sujet qui est important et qui a sa place dans les TPE-PME. Il faut juste l'adapter au contexte et trouver les bons outils qui fassent que la stratégie, elle devienne, si ce n'est du quotidien, en tout cas un sujet qui a sa place dans les périmètres des différents dirigeants. Une des raisons pour lesquelles nous, on met beaucoup d'énergie sur ces sujets-là, c'est le constat que, comme le dit Yvan, les dirigeants sont experts de leur métier. Souvent, c'est le point de départ. Ils créent une entreprise parce qu'ils ont des envies, des aspirations de bien faire leur métier, d'apporter de la valeur ajoutée à des clients. Et ils se retrouvent à être dans le quotidien, en permanence, à mettre un pied devant l'autre. On donne souvent l'image de j'arrive le matin, j'ai une pile de documents comme ça sur mon bureau, je passe ma journée à dépiler, je gère des problèmes, je gère des sujets, et je ne suis pas arrivé à la fin de la journée que la pile s'est re-remplie. Et en fait, on peut passer notre temps à ne faire que ça. Donc l'enjeu de la stratégie, c'est bien évidemment de ne pas remplacer ça parce que ce n'est pas réaliste de dire à un dirigeant tu arrêtes de faire ça, tu délègues l'ensemble de tes fonctions et tu te concentres sur la stratégie. C'est là où nous, on fait le parallèle en disant la stratégie, c'est un sujet, mais ce n'est pas le seul sujet. Et il faut adapter le sujet de la stratégie à un contexte de TPE-PME. L'enjeu de la stratégie, en fait, c'est d'adopter des postures qui vont être complémentaires au fait d'être dans l'action au quotidien. D'une part, d'anticiper les besoins, anticiper les évolutions du marché, anticiper les évolutions et les attentes de ses collaborateurs, anticiper et du coup préparer parce qu'il y a plein de sujets qui nécessitent des semaines, voire des mois, voire des années pour être complètement mis en place. Et si on ne l'anticipe pas, on se retrouve devant le fait accompli. Ensuite, il y a une autre partie de la stratégie qui est l'analyse, qui est de dire en fait, je dois analyser le contexte dans lequel je suis, je dois analyser mes forces et mes faiblesses. Et c'est un réflexe qu'on prend peu finalement au quotidien, toujours aspiré par le quotidien et l'opérationnel. Et c'est un sujet qu'on doit faire. Ça peut être prendre du recul une fois dans l'année pour analyser ce qui se passe dans l'entreprise, prendre le temps d'analyser son marché, prendre le temps d'analyser la satisfaction de ses clients. C'est un sujet qui est important. Et enfin, le troisième élément, c'est se projeter. Alors, c'est souvent à ça qu'on restreint la stratégie. C'est-à-dire que souvent, on confond stratégie et vision. On se dit, bah voilà, moi, ma stratégie, elle est claire. Je sais où je veux être dans 3 ans. Donc, c'est un élément important. C'est un réflexe qu'on doit avoir de se dire, bah,
Je fais l'effort régulièrement de me projeter, d'imaginer à quoi mon entreprise va ressembler dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, voire dans un plus long terme. N'hésite pas, Yvan, si tu veux compléter, et n'hésitez pas les uns et les autres. Si vous avez des questions, on les prendra soit au fil de l'eau en fonction des questions, soit on a un temps qui est dédié à la fin où on pourra répondre à l'ensemble des questions. Donc n'hésitez pas, vous avez un espace qui est dédié. N'hésitez pas à vous en servir. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible et que ça puisse répondre aux attentes des uns et des autres. Et sur cette attitude stratégique, ce qui est très important, en fait, c'est qu'on est trop souvent confronté en fait, au quotidien avec finalement une vision très court terme où on subit les situations en permanence. On est très souvent orienté vers le passé, c'est-à-dire on regarde derrière, c'est-à-dire qu'on ne fait que constater plutôt que de se projeter et effectivement de prendre des décisions tenant compte de la situation et de l'état des lieux, tu vas en parler Guillaume, de là où on en est, d'où on part. Et il faut réussir à avoir ce que tu dis, cette attitude stratégique, c'est-à-dire de toujours garder en tête où est-ce que je veux aller. Sinon, on ne subit le quotidien, on ne fait que constater, sans avoir véritablement une dimension plus long terme dans laquelle on prend des décisions. Chaque décision, en fait, s'intègre toujours dans ce cadre plus long terme et non pas dans un aspect court terme où on subit en fait la situation. Exactement. Donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est comment nous, on aborde la stratégie et comment on la met en place chez nous et chez les personnes qu'on accompagne. C'est pas de grande théorie issue de livres, c'est plutôt une approche qui est très empirique, qui forcément s'inspire. L'enjeu n'est pas de réinventer la roue, mais plutôt d'utiliser tous les outils, toutes les méthodes qui existent pour en faire une approche qui soit très simple, très concrète, très pragmatique et aussi assez simple à avoir en tête, puisque à défaut de formaliser, même si notre conseil est forcément de formaliser sa stratégie, de au moins d'avoir un cadre qui nous permet d'y réfléchir régulièrement. Donc la première étape pour nous quand on est dans une démarche stratégique, c'est de faire son état des lieux. On parlait d'analyser tout à l'heure, c'est le point de départ. Avant de se projeter et de savoir où on veut aller, c'est déjà important d'avoir une vision claire de où est-ce qu'on est aujourd'hui. Donc ce qu'on met derrière l'état des lieux, c'est où est-ce qu'en est l'entreprise aujourd'hui, comment elle fonctionne, quel est son modèle économique, sur quel marché elle est, qui sont ses clients, quelles sont ses forces et ses faiblesses, quels sont ses risques, est-ce qu'elle a des dépendances à des personnes, souvent aux dirigeants. Dans les petites structures, on a souvent une très forte dépendance aux dirigeants. Est-ce qu'elle a des dépendances clients, est-ce qu'elle a des risques marchés, est-ce que son modèle économique fonctionne aujourd'hui, fonctionne bien, est-ce qu'il a évolué. Donc on regarde un petit peu dans le rétroviseur aussi. Et un autre élément qui est important pour nous dans la stratégie, c'est qui on est. Quel est l'ADN de l'entreprise, quelle est sa raison d'être, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses croyances, qu'est-ce qui rend l'entreprise unique et qu'est-ce qui la différencie de ses concurrents. Donc ça, c'est pour nous l'étape 1 et le point de départ de toute démarche stratégique. On ne peut pas faire de la stratégie si on ne fait pas cette étape-là. Ensuite, l'étape numéro 2, ce que je disais tout à l'heure, c'est souvent l'étape qu'on considère être la stratégie. Et pour nous, la stratégie, c'est vraiment pas que la vision, mais c'est un élément important. La vision, c'est où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on a envie d'aller, où est-ce qu'on a envie d'emmener notre entreprise. La complexité, c'est que chacun est différent, chaque dirigeant, chaque dirigeante a sa manière d'être et de penser. Chaque entreprise est différente aussi et parfois les temporalités sont différentes. Donc, pour ceux qui veulent faire l'exercice, nous, on vous invite à définir vous-même les échéances sur lesquelles vous voulez travailler. Souvent, on aime bien pas moins de 3 ans parce qu'on n'est plus vraiment dans une vision, mais dire au plus tôt 3 ans, et ça peut être 5 ans et même 10 ans. L'exercice de se dire où est-ce qu'on sera dans 10 ans est hyper intéressant. Et la manière dont on le travaille, dont on vous invite à le travailler, c'est travailler sur la vision du succès. On a tous des visions du succès qui sont différentes, et c'est de se dire, si je me projette dans un horizon de 3 ans, on sera en début 2026, mon entreprise est un succès, on est en janvier 2026, à quoi le succès ressemble? Quels sont les indicateurs, mais quels sont aussi les signes de succès qui me feront dire oui, c'est bon, on a atteint le succès. Quelque chose sur lequel nous, on appuie aussi fortement et qui est pas monnaie courante, on va dire, c'est la vision de l'entreprise, mais aussi la vision du dirigeant. Quelle est la vision du succès du dirigeant? Où est-ce qu'il se voit dans son entreprise dans 3 ans, dans 5 ans? On se rend compte souvent que les dirigeants sont tellement impliqués dans leur entreprise que parfois ils se distinguent même plus de leur entreprise
et c'est des gros voyants rouges. On parle parfois du burn-out des dirigeants. Il y a un vrai enjeu à prendre soin de soi en tant que dirigeant et à travailler sur où est-ce qu'on projette l'entreprise, mais aussi où est-ce qu'on se projette soi dans l'entreprise. Et c'est important de travailler sur cet alignement de sorte à ce que l'organisation soit aussi au service du dirigeant et que ce ne soit pas le dirigeant qui s'adapte en permanence à une situation pour venir un peu jouer le pompier de service, puisqu'on se retrouve en fait dans une situation d'inconfort où on se retrouve à subir en permanence. Et pour éviter de subir, c'est à ce moment-là se projeter, déterminer effectivement avec précision où est-ce que je veux aller, compte tenu de ce que je suis, de ce qu'est mon entreprise, voilà, mais sans jamais négliger ce que tu dis, Guillaume, effectivement, qui je suis en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant et en tant que personne. Et ensuite, le troisième élément, qui est souvent le grand oublié de la stratégie, c'est le plan d'action. C'est bien de savoir où on est, c'est bien de savoir où on a envie d'aller. C'est au moins aussi important de savoir comment on y va. Comment on y va étape par étape, quelles sont les grandes étapes de notre plan d'action et comment concrètement, à partir de là où on est aujourd'hui, des points forts, des points faibles qu'on a identifiés, des tendances du marché, des opportunités de marché, des choses qu'on fait et qu'on ne veut plus faire, comment est-ce qu'on se met en ordre de marche pour y arriver? Quels moyens on est prêt à y allouer? Quelles personnes on a besoin de recruter pour y arriver? Quelles sont les actions à court, moyen, long terme qu'on doit mener pour l'atteindre? Et là où nous, on met vraiment beaucoup d'énergie sur ces 3 étapes, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu le simplifier, la manière de formaliser la stratégie à ces 3 étapes-là, c'est qu'en fait, on en enlève une, la stratégie n'a plus de sens, ou en tout cas, elle est bancale. Si on fait une stratégie sans avoir travaillé sur l'état des lieux, on n'est pas au clair sur le point de départ et on a beau mener un plan d'action. Si on a oublié des éléments importants de ce qui fait de qui on est aujourd'hui, potentiellement, en fait, on va avoir à un moment donné, on va se rendre compte qu'il nous manque un élément important de notre plan d'action ou que notre vision est en décalage. Si on travaille l'état des lieux et le plan d'action, mais qu'on n'a pas de vision, c'est bien, on avance, mais on avance vers où? Comment est-ce qu'on donne du sens? On sait qu'on a, voilà, en tout cas, le sujet de donner du sens, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui se vérifie aussi au quotidien. C'est important pour les équipes, mais c'est aussi important pour les dirigeants et c'est aussi potentiellement important pour les partenaires extérieurs, les partenaires bancaires, etc. Ils ont aussi besoin de savoir vers où on va et quel est le sens qu'on donne à tout ça. Et de la même manière, si on enlève le plan d'action de tout ça, si on se dit, voici notre vision, voici vers où on va, voici nos grands objectifs, allons-y. En fait, si on ne se donne pas les moyens d'évoluer, il y a peu de chances d'y arriver. Donc, ces 3 éléments-là sont vraiment tous aussi importants les uns que les autres. Et une erreur fréquente qu'on commet souvent, c'est que notre plan d'action en fait se base sur les éléments passés, c'est-à-dire qu'on constate une situation et en fait notre plan d'action vise à corriger le passé. Alors qu'en fait, il faut absolument, et j'insiste là-dessus, travailler sur la vision avant, c'est-à-dire que le plan d'action, c'est ma vision à 3-5 ans, c'est compte tenu de là où je veux aller dans 3-5 ans, tenant compte de l'état des lieux, c'est-à-dire de la situation dans laquelle je suis. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre dans l'année qui vient, dans les 3 ans qui viennent, pour atteindre mon objectif à 4-5 ans? C'est très important. Les 3 éléments, effectivement, ne peuvent pas être dissociés. Mais la première chose, c'est où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je vais mettre en place à court terme, tenant compte de la situation dans laquelle je suis, des forces, des faiblesses et des difficultés que je peux avoir? Oui, tout à fait. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, il faut aussi s'attendre à devoir faire évoluer le plan. C'est pas parce qu'on a un plan qu'on doit forcément le tenir coûte que coûte. Parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont au démarrage de leur activité ou qui sont passés par ces étapes de faire des business plans, de faire des prévisionnels. On se dit parfois que c'est un exercice qui n'est pas utile. Dans la réalité, le fait d'avoir un plan, ça donne quand même un point de référence et c'est pas parce que il se passe des événements non prévus, qu'ils soient positifs ou négatifs, et que le plan change, que le plan initial n'avait pas d'intérêt. Au contraire, ça sert toujours de point de référence et de point de base. Et en tout cas, c'est pas une bonne raison de ne pas faire de plan. Le fait de se dire, il y aura de l'incertitude, il y aura des événements imprévus, ce qui est une certitude. Si on fait un travail de stratégie sur 3 ans, qu'on a un plan d'action avec les grandes lignes dans 3 ans, on est certain qu'il y a plein de choses qui feront que le plan va évoluer, y compris des raisons qui sont internes, en disant finalement, le plan d'action qu'on a construit, on se rend compte au bout de 6 mois qu'il n'est pas parfait, qu'on a oublié des choses, ou qu'on met trop d'énergie sur un endroit qui n'était finalement pas suffisamment important. Et il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est de le faire. Mais le fait est que si on a un plan à l'origine, ça nous donne toujours un point de référence sur lequel on va pouvoir travailler, on va pouvoir le modifier, on va pouvoir l'affiner,
on va pouvoir le faire évoluer. Et c'est hyper important d'avoir ce point de référence. Même si on sait qu'il y a de l'incertitude et que les plans vont changer, le plan a quand même son intérêt. Ensuite, quelques critères pour nous, ce qu'on met derrière ce qu'est une bonne stratégie. Donc, voilà, on sait qu'il y a des gens qui ont du mal à formaliser les choses. Il n'empêche que formaliser, même de manière très légère, sa stratégie, ça nous paraît être quelque chose de très important. En accompagnant les dirigeants, eux, on a souvent le retour de en fait, le fait de le sortir et de l'écrire sur papier, ça pose des questions, ça m'oblige à creuser parce que finalement, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est clair, mais quand j'essaie de le formaliser, de l'écrire ou de l'expliquer à quelqu'un d'autre, c'est pas clair. Donc, le fait de formaliser contribue à la réflexion. Partager sa stratégie, c'est aussi hyper important. Alors après, tout n'est pas forcément partageable, tout dépend aussi de l'ADN de l'entreprise, de vos habitudes. Mais en tout cas, il est pour nous obligatoire que ce soit partagé pour impliquer ses associés. Alors, elle doit être co-construite avec ses associés au moins. Dans certains cas, elle est même co-construite avec l'ensemble des équipes. Elle doit au moins être partagée pour que les gens sachent là où ils vont et pour qu'ils comprennent le sens de leur travail, le sens de leur quotidien. On conseille aussi très fortement de partager sa stratégie autour de soi, à ses parties prenantes, à ses partenaires bancaires, à son expert comptable, pour que on puisse au mieux profiter de leur expertise. C'est toujours plus facile pour eux d'intervenir et de bien nous accompagner s'ils ont une vision de là où on a envie d'aller. La stratégie, elle doit être aussi transversale, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté une stratégie commerciale, d'un côté une stratégie financière, entre une stratégie RH, parce que tout est lié et tout est connecté. Donc la stratégie, elle doit être globale, ce qui n'empêche pas d'avoir à un moment donné une stratégie commerciale, par exemple, mais elle ne sera que, elle ne découlera seulement de la stratégie globale. Ce sera une stratégie commerciale au service de la stratégie globale. La stratégie, elle doit également être honnête et réaliste, elle ne doit pas être déconnectée de la réalité. Et ça fait souvent partie des idées reçues que nous, on entend sur la stratégie. C'est beau la stratégie, c'est un beau mot, oui, c'est bien, il faudrait le faire, mais c'est complètement déconnecté de la réalité. C'est des plans qui se réaliseront jamais. Donc ça, c'est forcément si on est ambitieux et déconnecté de la réalité, on n'est pas sur une bonne stratégie. À l'inverse, on peut être très ambitieux et avoir une stratégie qui soit ambitieuse et réaliste. Tout dépend après des moyens qu'on est prêt à se donner et des risques qu'on est prêt à prendre. C'est là où il y a la notion de réalité et d'équilibre. Ensuite, la stratégie, elle doit être dynamique pour s'adapter à tout ce qui peut se passer et elle doit être actionnable. Et on revient dessus, on insiste, et c'est vraiment hyper important pour nous, c'est que dans la stratégie, il y a l'action. Une stratégie qui n'intègre pas un plan d'action, mais en fait, ce n'est pas vraiment une stratégie. Pour ceux qui ont du mal avec le fait de formaliser, ce qu'on préconise, nous, c'est un document. Vous prenez votre éditeur de texte, vous ouvrez 3 pages, vous faites une page état des lieux, une page vision, une page plan d'action et vous le mettez à jour annuellement. Pour nous, c'est vraiment le service minimum, même si on préconise d'aller un peu plus loin, notamment au niveau de la temporalité. Si on fait un plan d'action, on ne va pas le regarder une fois par an, c'est plutôt quelque chose qu'on va regarder une fois par mois. Donc, il y a besoin de revenir régulièrement dessus. Mais en tout cas, si pour vous, c'est compliqué de formaliser les choses, le minimum, c'est vraiment de se dire, j'écris une page, je fais l'état des lieux, j'écris une page sur la vision, où est-ce que je vois l'entreprise, j'écris une page, j'essaye de structurer mon plan d'action et j'y reviens de temps en temps. C'est vraiment le service minimum, c'est pas forcément la version optimale, mais si vous partez de rien, pour enclencher, et on est vraiment dans une démarche d'amélioration, d'amélioration continue, ça peut être la bonne étape numéro 1. Et c'est important aussi de ne pas être trop seul et de partager ça, de pouvoir aussi être challengé sur sa vision et son plan d'action. C'est compliqué. Enfin, encore une fois, on subit le quotidien et de temps en temps, on n'a plus les idées très claires. Et c'est important aussi de pouvoir avoir ce regard extérieur qui peut se trouver dans un cercle amical, qui peut se retrouver en interne avec différents membres de l'entreprise pour être bien sûr que, OK, la vision que je porte, là où je veux aller, en tout cas, d'avoir cet effet miroir pour être bien certain que, voilà, juste pour vous confronter et confirmer que vous êtes dans le vrai. Donc ensuite, juste, on partagera, on partagera la rediffusion de ce webinaire-là avec une synthèse écrite et également quelques outils, parmi lesquels Mitan, qui est un guide qu'on
qu'on a créé l'année dernière et dont l'objectif est justement de vous aider pas à pas à construire votre stratégie. Donc, c'est parfois dur de partir d'une page blanche. Donc, on a fait ce petit guide-là qui est accessible gratuitement et qu'on vous partagera. Vient ensuite le sujet de la journée. On rentre dans le cœur, mais pour nous, il était impensable de parler de pilotage avant de parler de stratégie. Donc, ce qu'on met derrière pilotage, c'est forcément, si on repart des 3 points, c'est la base de la stratégie et le pilotage, il va arriver par-dessus et de dire, voilà, je sais je sais d'où on vient, je sais où on va, je sais comment on a décidé d'y aller. Le pilotage, c'est en fait où est-ce qu'on en est du plan d'action et comment est-ce qu'on va prendre des décisions. J'ai prévu un recrutement, je suis en pleine croissance, j'anticipe des recrutements. Est-ce que j'ai besoin de recruter maintenant? Est-ce que je suis prêt à recruter en termes opérationnels dans mes équipes? Est-ce que je suis prêt à accueillir? Est-ce que j'ai de la place? Et est-ce que j'ai les moyens aussi de faire ces recrutements? Ça fait partie des sujets récurrents, des questions récurrentes qu'on se pose. Et l'enjeu du pilotage, c'est d'avoir les outils qui nous permettent justement de prendre ces décisions et d'avoir de la visibilité. Donc, si on prend ce qu'on s'est dit depuis le début, en fait, nous, on a fait une sorte de checklist d'étape par étape, c'est-à-dire les premières étapes, c'est la stratégie. On doit partir de l'état des lieux, on doit travailler sa vision, on doit travailler son plan d'action, au moins dans ses grandes lignes. Et après, on va connecter ça jusqu'à des choses beaucoup plus concrètes et récurrentes dans votre quotidien. La première étape, c'est pour faire le lien entre la stratégie et le pilotage, c'est un plan d'action à l'année. Donc, nous, ce qu'on a mis en place chez Tactique là, depuis quelques mois, c'est avant chaque clôture d'exercice, 2 mois avant votre clôture, de se dire, OK, quel est mon plan d'action de l'année? Alors, je revois ma stratégie de manière complète, je fais une repasse dessus, et quel est mon plan d'action de l'année? Quels sont les objectifs de l'année? Quels sont mes plans d'action? Quels sont les gros événements? Quels sont les chantiers que je dois mener pour l'exercice à venir? Et après, Yvain, je te laisse peut-être la main sur comment est-ce qu'on enchaîne après de la stratégie, plan d'action, et après sur des sujets très, très orientés, pilotage et finance également. Alors, ce qui est très important, merci Guillaume, c'est que jusqu'ici, il faut se rendre compte qu'on n'a pas parlé de chiffres. Et c'est une très bonne chose. En fait, on a toujours trop tendance à tout rapporter à l'aspect financier, à considérer le bilan ou les chiffres que j'ai comme le guide au quotidien. En fait, ce qui est très important et ce qu'on veut vous montrer avec Guillaume, c'est cette nécessité, avant tout, de parler business, de parler projet, de parler organisation, de parler ressources humaines, de parler stratégie. Et surtout, de ne pas commencer, quand on établit son plan d'action de l'année, par dire je vais faire tant de chiffre d'affaires, ça va me coûter tant, je vais gagner tant. Ça, c'est la conséquence, finalement, de la stratégie, du plan d'action qui a été mis en œuvre et des décisions que vous allez prendre. Donc, encore une fois, on insiste beaucoup là-dessus, mais c'est une vision à 3-4 ans, 3-5 ans, 10 ans, peu importe. Ce plan d'action à 1 an, qui est la traduction, c'est les décisions que vous allez prendre dans l'année compte tenu de là où vous voulez aller. Et seulement à partir de ce moment-là, une fois que vous avez fait ce travail-là, alors ça se traduit par un budget qui est finalement la traduction financière du plan d'action que vous avez déterminé. Le budget, pour nous, c'est l'élément central, le plus important de l'année, qui doit être fait absolument avant la clôture de l'exercice comptable pour l'exercice suivant. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on n'est pas en train de regarder derrière, on regarde devant. À tous ceux qui ne jurent que par le bilan, je vous demande une seule chose, arrêtez, le bilan ne sert à rien, c'est simplement un document annuel qui retrace tout ce que vous avez fait. La façon dont on voit les choses et le parti pris qui est le nôtre, c'est que compte tenu de l'environnement complexe dans lequel on entreprend en ce moment, on ne peut plus piloter avec une information financière annuelle ou simplement des informations qui portent sur le chiffre d'affaires. Donc, encore une fois, on reprend vision 4-5 ans, plan d'action à 1 an, ça se traduit par un budget. Ce budget-là, il est établi avant la clôture de l'exercice pour l'exercice suivant. Ce budget, vous devez le confronter et le partager notamment avec votre partenaire. Embarquez votre expert comptable dans cet exercice absolument et partagez-le notamment également avec vos partenaires bancaires. C'est très important de les impliquer. Encore une fois, l'environnement est complexe. Rien ne se passe comme prévu. On l'a vu tout à l'heure et Guillaume vous le disait. Ce n'est pas parce qu'on a une vision bien arrêtée que ça va se passer comme on l'avait imaginé. Il faut que vous intéressiez les gens autour de vous à votre projet. Vous devez les embarquer. Vous devez créer cette équipe et partager ça. S'il y a un moment où vous devez retravailler la stratégie,
c'est au moment du budget, puisque finalement, le budget découle de la stratégie. Ce moment-là, il est important, essentiel. Organisez chaque année, avant la clôture de l'exercice, pour l'exercice suivant, une réunion avec vos partenaires et présentez votre stratégie à l'ensemble de votre partenaire. Ça permet aussi d'être challengé, qu'eux vous donnent un avis avec leur regard peut-être plus financier, ou en tout cas, ils ont une culture de l'entreprise puisqu'ils rencontrent un grand nombre d'entreprises. Ça leur permet au fait de les embarquer et de valider avec eux finalement votre feuille de route. Le budget, c'est la feuille de route de l'année. Et encore une fois, si jamais il y a une difficulté au cours de l'année, que vous avez mis votre banquier autour de la table ou votre expert comptable, le jour où vous avez la difficulté, ok, ça ne s'est pas passé comme prévu, on avait tous validé ensemble cette feuille de route, on a envie de vous accompagner. Mettez toutes les chances de votre côté pour faire en sorte de reporter les difficultés ou en tout cas de les anticiper, de faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Et enfin, un parti pris, c'est qu'il faut tous les mois avoir un reporting qui est un comparatif entre le budget et le réalisé. Est-ce que je suis en avance? Est-ce que je suis en retard? La finance ne sert qu'à une chose, prendre des décisions. Un reporting, quand vous avez ce comparatif entre le budget et le réalisé, ça vous permet de vous dire, OK, alors oui, je peux recruter. Attention, je suis en difficulté, il faut que je prenne des décisions. En tout cas, vous gagnez du temps et vous allez beaucoup plus vite. On est dans un environnement aujourd'hui, si je prends l'exemple du recrutement, il est très difficile de recruter. Si jamais vous mettez 3 semaines, 1 mois à répondre à un candidat parce que vous ne savez pas où vous en êtes, alors vous avez perdu. Vous devez absolument avoir un avantage concurrentiel. Vous devez savoir où vous en êtes. La finance sert à prendre des décisions. En fonction de là où j'en suis, en fonction de là où je veux aller, et compte tenu de est-ce que je suis en avance ou en retard par rapport à la situation que j'avais prévue, alors quelles sont les décisions que je prends? Voilà, donc pour nous, le point central, encore une fois, c'est le budget, c'est un reporting mensuel. Ne faites pas abstraction de ça. Intégrez votre partenaire bancaire. Demandez-lui de jouer ce rôle. Si jamais il n'y participe pas, alors trouvez un partenaire bancaire avec qui vous allez pouvoir partager ça. Mais trop souvent, on se dit, mon partenaire bancaire ou mon expert comptable n'est pas suffisamment présent. C'est indiscutablement vrai. Cela dit, allez les chercher. Demandez-leur de venir. Voilà, on est tous humains, on a tous nos qualités, nos défauts, nos contraintes. Je le disais en préambule, l'expert comptable n'est jamais disponible, mais intéressez-le, faites-le venir, soyez moteur dans cette décision-là. C'est vous, chef d'entreprise, qui allez piloter, qui allez porter cette organisation-là. Voilà, et l'objectif, c'est véritablement de prendre des décisions, de prendre les décisions le plus rapidement possible. Et après, il y a aussi un point qui est important dans ce pilotage, c'est qu'en fonction du dirigeant que vous êtes, on en parlait en préambule, c'est bien se connaître soi-même. Si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes une tête brûlée, ou si au contraire vous êtes quelqu'un de très prudent, alors avoir des chiffres au quotidien, ça permet pour la tête brûlée d'être sûr qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Et pour celui qui est trop prudent, ça le permet de le rassurer pour prendre des décisions. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, quel que soit le type de dirigeant que vous êtes, quelle que soit l'organisation que vous avez, quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, vous devez avoir cette information mensuellement. Et encore une fois, j'insiste, ces informations, et le budget notamment, c'est uniquement la traduction de la stratégie. Et le budget n'est pas fait en prenant le bilan de l'année précédente et en disant plus 2% ou moins 3%. Ça s'inscrit véritablement dans une démarche plus long terme. Et surtout, ayez toujours cette envie d'atteindre cet objectif. Et voilà. Et l'état des lieux est également essentiel. Pour le coup, si on va un peu plus loin sur notamment l'aspect trésorerie, ce qui est important, c'est de savoir d'où on part. Être bien sûr que la situation financière, elle est équilibrée. Pour ça, le fait de partager le budget avec votre partenaire bancaire, ça permet aussi de recalibrer l'accompagnement de la banque à vos côtés. Ils peuvent vous apporter aussi des solutions que vous n'avez pas imaginées. Voilà. Ne soyez pas là à dire « il ne joue pas le jeu ». Vous pourrez le dire, une fois que vous l'aurez dit, venez avec moi autour de la table, je vais vous présenter ma stratégie, voilà mon budget. Et à ce moment-là, on verra si effectivement, ils sont ou pas à vos côtés. Voilà. Mais ils sont également demandeurs de ça. On l'a découvert, j'ai vraiment changé d'avis sur le sujet. C'est important de les impliquer et on voit la différence quand vous impliquez votre partenaire bancaire. Et cette approche-là, finalement, le début, c'est des choses qu'on a mis en œuvre chez Taki depuis un moment. La deuxième partie, c'est des choses sur lesquelles on travaille quand même très sérieusement depuis une bonne année. Et on se rend compte vraiment des effets. Et peu importe la dynamique de l'entreprise, enfin, c'est vertueux pour les entreprises, notamment. On a dans les gens qu'on a eu l'occasion d'accompagner des gens qui sont en forte croissance. Et en fait, c'est un sujet c'est un besoin indispensable parce que on peut vite perdre le contrôle. On peut vite recruter trop tard, on ne sait pas si on a les moyens de recruter ou pas recruter. Enfin, les choses peuvent dériver très vite quand on se développe vite. Donc, il y a un intérêt à avoir ces éléments-là dans ce contexte-là.
Ça te donne aussi confiance aux partenaires bancaires pour financer la croissance s'ils sont confiants sur le fait que les dirigeants ont la main, le contrôle sur ce qu'ils sont en train de faire. Et le fait d'avoir une vision, d'avoir une stratégie, d'avoir un plan d'action, d'avoir un budget et un reporting, ça rassure. Et on s'est aussi rendu compte que cette approche-là, elle était rassurante aussi pour les partenaires bancaires quand ça va moins bien. Parce que en fait, on s'est expliqué pourquoi, on s'est travaillé sur l'analyse et du coup rectifier, c'est-à-dire de mettre en place un plan d'action qui a une vocation à corriger les dérives qui ont pu arriver, qu'elles soient de la faute du dirigeant ou qu'elles soient, enfin, ou de l'entreprise, ou qu'elles soient aussi juste contextuelles. Enfin, on a nous dans les gens qui ont été accompagnés, des gens qui ont été impactés par un client important qui était complètement à la dérive. Et du coup, il a fallu retravailler la stratégie, prendre des décisions, analyser aussi financièrement quel était l'impact sur les chiffres négatifs de ce client défaillant, et puis de mettre en place une stratégie corrective, un plan d'action, se serrer la ceinture sans pour autant ne faire que subir. C'est aussi l'enjeu, c'est un des sujets qu'on porte beaucoup aussi, c'est le fait de dire, en tant que dirigeant, on subit beaucoup le quotidien, on subit plein de choses, on subit des choses qui nous dépassent. Et cependant, on a quand même la main sur tout un tas de sujets. Et cette approche-là, pour nous, il y a un côté, je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, des choses sur lesquelles on a la main. Ça ne veut pas dire que si on fait tout ça bien, tout se passera forcément superbement bien. En tout cas, on se donne les moyens pour que ça se passe bien. On se donne les moyens aussi d'identifier dès que ça se passe mal pour réagir hyper vite. On voit aussi les effets négatifs de quelqu'un qui se rend compte au bout de 6 mois ou 8 mois qu'il y a une dérive qui est en train de se passer. Sauf que quand on ne regarde pas les éléments de manière assez régulière, la dérive, c'est parfois un peu trop tard, ou en tout cas, les effets sont trop négatifs, alors qu'on aurait pu réagir beaucoup plus tôt. Et je rebondis sur un commentaire de Guillaume là, qui dit les 2 tiers de la valeur d'une entreprise ne se lit pas dans son bilan. C'est un point important, c'est que quand vous n'envoyez que votre bilan à votre banquier une fois par an, lui, il a uniquement ce bilan pour pouvoir se faire son jugement. Et en fait, ce qui est important, c'est vous, c'est votre projet. Et en fait, il y a des choses qui ne se traduisent pas dans le bilan et qui s'expliquent. On a le cas je pense à une entreprise qui a eu des difficultés avec son partenaire bancaire qui ne l'impliquait pas, encore une fois, et une rentabilité qui était relativement faible. Et pour autant, derrière, il a investi énormément au cours de l'année. Il a changé son modèle. Il est passé à la semaine de 4 jours pour l'ensemble de ses salariés. Forcément, ça a un impact sur son résultat. Alors, à court terme, la rentabilité n'est pas là, mais il y a fort à penser. Et c'est son parti pris, en tout cas, sa stratégie, de se dire, je vais investir aujourd'hui pour avoir un modèle plus pérenne pour demain. Et tout ça, vos partenaires vous devez les impliquer pour leur expliquer, pour qu'ils puissent comprendre. C'est un exemple qui l'illustre, mais ce qui est certain, c'est qu'un bilan ne traduit pas tout. Voilà. Et indépendamment de simplement transmettre l'information, ce qui est essentiel aussi pour vous, en tant que chef d'entreprise, c'est d'être capable de prendre des décisions le plus rapidement possible, avec le plus de prudence possible, ou en tout cas le moins de risques possible. Tout à fait d'accord. Est-ce que vous avez des questions ? Vous en avez forcément sur un sujet comme ça. Une question qu'on avait pu avoir, Guillaume, c'était de savoir à quel moment, combien de fois il faut repenser sa stratégie, à quel moment il faut le faire. Oui, alors, sur ce sujet, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait de le faire avant la clôture de son exercice en préparation, c'est un peu le service minimum, c'est effectivement de revenir sur sa stratégie au moins une fois par an en amont en amont de sa clôture pour préparer l'année d'après. Après, très clairement, dans la mesure où il y a un plan d'action dans une stratégie, ça semble complètement incohérent de se dire je vais revoir ma stratégie une seule fois par an. Donc, le fait de repenser, de refaire un peu le tour de ces 6 sujets-là, de les balayer, le fait d'y revenir au moins une fois par an sur l'ensemble, ça a du sens. Et après, c'est forcément un sujet qui devient mensuel dans la mesure où déjà on a son reporting qui est mensuel. De faire un point mensuel également sur les actions qu'on mène, ça a aussi du sens. Après, il y a toujours le fait de dire si on part de zéro, si je n'ai pas de stratégie, pas de reporting mensuel, par où je commence et comment je peux déjà me lancer là-dedans. Donc déjà, il faut commencer par le haut et par la stratégie. Et sur la partie plan d'action,
Parfois, on se noie vite aussi en se disant, on se met 10, 15 objectifs. Moi, ce que je dis souvent aux gens qu'on a l'occasion d'accompagner, c'est fixez-vous déjà les 3 gros objectifs qui ne sont pas des objectifs du quotidien, mais plutôt à 3 grands chantiers, 3 gros sujets sur lesquels vous avez envie de travailler, sur lesquels vous avez envie de faire progresser votre entreprise. Et basez-vous là-dessus et faites-en vos fers de lance de l'année. Je prends quelques questions, Guillaume, Oui, notamment sur les indicateurs. Quels sont les indicateurs pertinents? Il y a une question de Cécilia et une autre de Kevin. Notamment sur les indicateurs financiers et extra-financiers. C'est effectivement un très bon sujet. Alors, sur les indicateurs financiers, en fait, il faut que ce soit propre à votre activité, à vous. Après, il y en a un qui, pour moi, est essentiel, c'est la capacité d'autofinancement. On ne pilote pas son entreprise avec le résultat, mais pour moi, avec la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire le résultat retraité des amortissements sans rentrer dans le détail. Et derrière, c'est est-ce que la richesse générée sur l'exercice me permet de payer, de rembourser mes emprunts, et est-ce qu'il me reste de la trésorerie derrière. Donc, est-ce que j'ai dégagé suffisamment d'autofinancement? Est-ce que j'ai un autofinancement net positif ou pas? Voilà, donc la capacité d'autofinancement, et j'insisterai sur un autre qui est le post-client, qui est un vrai sujet dans les TPE-PME. C'est quelque chose qu'on néglige. Voilà, si le premier moyen de financer son entreprise, c'est de se faire payer pour ce qu'on fait. Et juste une précision, quand on est, votre client, quand on est client d'un côté, mais pour l'autre, on est fournisseur. Et en fait, aujourd'hui, on a un déséquilibre dans le délai client. Et en fait, c'est juste parce que vous acceptez d'octroyer ces conditions de paiement à vos clients. Ou en tout cas, le poste client dérape pour ça. Sur l'aspect des indicateurs extra-financiers, c'est un sujet très important sur lequel on travaille, qui aujourd'hui va devenir essentiel. Il faut être capable de… Je prenais tout à l'heure l'exemple de cette personne qui a mis en place la semaine de 4 jours. Ce type de décision n'a aucune incidence sur les comptes, si ce n'est éventuellement une baisse du résultat. Et pour autant, il faut être capable de pouvoir le mesurer. Voilà. Et ce sont en fait aujourd'hui, c'est une offre aujourd'hui qui se développe. On a notamment créé une société qui s'appelle Impact, qui est en charge de la mesure de la performance extra-financière et qui aujourd'hui cherche à mettre en place du contrôle de gestion RSE dans les petites et moyennes entreprises. Voilà, je pense que c'est un enjeu à venir. Aujourd'hui, ça peut être perçu comme une contrainte. En fait, je pense que c'était une véritable opportunité, notamment face à des incidences extrêmement fortes, notamment sur la marque employeur, sur le recrutement, également sur des modèles qui aujourd'hui fonctionnent et qui demain peut-être seront amenés à être éteints parce que ne seront plus en phase avec le marché sur lequel on vit. Voilà. Quand on parle de RSE notamment, on parle d'environnement, mais on parle également on parle de social. C'est une dimension à intégrer. L'humain aujourd'hui est une vraie problématique pour nos entreprises. Voilà. Donc je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, Guillaume. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un sujet qui est important sur les indicateurs, ça dépend aussi du niveau de maturité de l'entreprise sur sa partie financière et sur son reporting. C'est-à-dire que c'est se mettre trop de contraintes, de partir trop vite sur trop d'indicateurs et plein d'indicateurs. L'enjeu est déjà de partir sur un reporting assez basique, on va dire, et progressivement d'évoluer, de progresser, de s'améliorer. Et je pense qu'il y a aussi la pertinence des indicateurs évoluera aussi en fonction du métier et des enjeux de l'entreprise. Une entreprise, je ne sais pas moi, qui a une récurrence et qui, dès le 1er janvier, connaît déjà toute ou partie de son chiffre d'affaires parce que les clients de l'année dernière sont encore ses clients de l'année, n'aura pas du tout les mêmes sujets, les mêmes contraintes et les mêmes enjeux que quelqu'un qui doit aller chercher son chiffre d'affaires tous les mois. Des acteurs du BTP qui ont des enjeux, des sujets de carnet de commandes, des sujets de rentabilité chantier par chantier. Enfin, forcément, le métier aura forcément un impact sur les indicateurs qui sont à suivre. Oui. Il y a peu de questions, donc on va peut-être essayer de toutes les prendre. Il y avait une question de Didier sur comment trouver les bons partenaires financiers, notamment ceux qui comprennent le marché. C'est pas une question simple parce que effectivement, ça dépend de son métier, ça dépend de sa complexité. Moi, j'ai quand même l'impression que les gens avec qui on travaille, les partenaires des adhérents,
peu importe la complexité, ça dépend surtout de l'interlocuteur, de sa capacité à comprendre, sans forcément rentrer dans les détails techniques, comprendre les enjeux, comprendre le business, comprendre le marché. Et puis, il y a aussi une histoire de confiance dans les dirigeants aussi, parce que un chargé d'affaires d'une banque ne peut pas connaître parfaitement tous les métiers, tous les marchés de tous ses clients. Donc, il doit agir et décider sans avoir tous les éléments en main. Après, c'est vraiment une question de personne aussi. Vous pouvez avoir une relation particulière avec votre banquier qui parle 3 ans après. Et suivant, voilà, dans l'accompagnement, il faut cette relation de confiance. C'est valable avec son expert comptable, c'est valable avec son banquier. Voilà, je pense que les différentes banques, sauf quelques spécificités chez certaines, doivent être en mesure de vous accompagner sur votre marché en tout cas. Et enfin, avons-nous vraiment la main sur les délais de paiement? Le client impose des délais de 60 à 90 jours. Alors d'abord, je pense qu'on ne peut pas aller au-delà de 60 jours, donc ça c'est très important. Après, effectivement, on subit, c'est toujours la guerre du le plus fort qui impose au plus petit. Voilà, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu. Il y a un enjeu aussi à être capable nous-mêmes de traiter nos fournisseurs comme on aimerait que nos clients nous traitent. Je pense que c'est important. Et surtout avoir une organisation en interne qui permette des relances. Si on parle de comment faire en sorte de réduire le délai client, très souvent, je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent « Ah ben non, mais celui-là, je vais l'appeler parce que c'est particulier. » Non, il y a un contrat, la facture doit être payée à 30 jours. Si le 31e jour, vous n'êtes pas payé, une relance doit partir. Et vous pouvez très bien avoir une organisation qui systématise cet envoi de relance. Et s'il y a un problème, vous prendrez votre téléphone pour dire au client, pour expliquer au client. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de relancer. À partir du moment où le travail a été fait, que le travail a été bien fait et que la prestation ou le produit a été livré, alors vous devez être payé. Après, il y a peut-être si on relie le sujet avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main et je pense que l'enjeu de la stratégie et du pilotage, c'est d'anticiper le fait que c'est comme ça et que les délais peuvent être longs et peut-être après de trouver des alternatives en disant au lieu de se faire payer de la totalité d'une prestation ou d'une mission 60 jours après, c'est de trouver des modes de paiement. Ça dépend des métiers, mais de se dire on ne commence pas à travailler si on n'a pas eu d'acompte, ce qui permet de sécuriser au moins une partie et de travailler la trésorerie. C'est un sujet qui n'est pas simple parce qu'effectivement, souvent les conditions s'imposent. Encore une fois, il y a un rapport de force, mais il faut, en tout cas, c'est un vrai sujet et à suivre. Il y avait une dernière question. Il y avait une question qui concernait l'accompagnement qui était si vous aviez un accompagnement différent pour toutes les jeunes TPE ou pour celles qui ont déjà plusieurs exercices à leur actif. Alors ça concerne directement le tactique en tant que tel. Alors de manière générale, on accompagne plutôt des entreprises qui ont un historique, en tout cas qui ont déjà commencé à faire la preuve du marché et qui ne sont pas en train de chercher leur marché. Après, l'approche qu'on a présentée, qui est très basique, elle est volontairement basique aussi pour qu'elle puisse s'adapter à toutes les structures, à tous les enjeux. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de se dire en fonction des enjeux, en fonction des besoins, en fonction du contexte, on n'abordera pas du tout les mêmes sujets. Une entreprise qui est en pleine croissance, une entreprise qui est en difficulté, une entreprise qui se porte très bien mais qui a des gros problèmes RH ou de management, chaque cas est différent et donc du coup l'accompagnement, on n'est pas rentré dans le détail de comment on accompagnait, mais on a une offre qui est standard, mais dans cette offre standard finalement, il y a autant d'accompagnements qui se font que d'entreprises et de besoins. Donc il y a une vraie adaptation aux enjeux de chacun. Une question de Louis-Augustin sur la place du comportement humain dans l'accompagnement. Alors, je ne sais pas si je vais répondre pleinement à la question, enfin, en tout cas si je la comprends bien, mais ce qui est certain, c'est que l'accompagnement, il est individuel aux côtés du dirigeant. En fait, l'humain, il est au cœur de tout, puisqu'on travaille d'abord avec le dirigeant. On a insisté beaucoup sur quel type de dirigeant je suis, ce que je veux fondamentalement, quel sens je veux donner à ce que je fais. Donc là, on travaille beaucoup sur le dirigeant, voilà, et sur cet aspect humain notamment. Et puis après, on rentre dans le fond des sujets. Je vous donne un exemple notamment.
quand on a un problème de recrutement, très souvent, on se dit, ah bah, il y en a un qui est parti, je vais faire venir un cabinet de recrutement. En fait, pour nous, et c'est pour ça que notre accompagnement, en fait, consiste à tout remettre à plat et à essayer d'en comprendre les raisons, comprendre les raisons et surtout de travailler en profondeur. C'est-à-dire que quand on a un problème de recrutement, il faut se poser la question derrière, pourquoi est-ce que cette personne-là est partie ou pourquoi j'arrive pas à le recruter. Il peut y avoir un problème d'alignement entre dirigeants, il peut y avoir un problème de marque employeur, il peut y avoir un problème de management. En fait, il faut réussir à comprendre les raisons de ça. Donc, l'humain est effectivement au cœur de l'accompagnement. De toute façon, voilà, l'entreprise, ce sont des hommes et des femmes au service d'un projet. Donc, c'est partout. Oui, et on dit souvent qu'on accompagne autant l'entreprise que son ou ses dirigeants ou sa dirigeante. Après, je ne sais pas ce qu'on met derrière comportement humain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est impossible d'accompagner une entreprise et ses dirigeants sans partir de l'humain. Ils vont parler aussi de bien se connaître, parce que si on a une tête brûlée ou si on est très prudent, bah forcément, en fait, qui est le dirigeant. L'entreprise est forcément, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins fortement le reflet de son dirigeant. On a une tournure alors, qui est un peu négative, mais qui est souvent très vraie. On dit souvent que le poisson pourrit par la tête. Et les problématiques qu'il y a dans des entreprises, les dirigeants sont souvent à l'origine. L'inverse est aussi vrai, c'est que les dirigeants impulsent beaucoup, mais en tout cas, l'entreprise est souvent le reflet, plus ou moins, de ses dirigeants. Et donc, l'humain est forcément prépondérant dans le travail qu'on fait chez Tactic, mais je pense que c'est le cas aussi de tous les gens qui sont amenés à accompagner les dirigeants. On arrive au bout du timing. On a eu des questions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions. Dans tous les cas, donc tout le contenu va vous être repartagé. S'il y en a qui ont des questions à froid, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter, à me les poser. On se fera un plaisir d'y donner suite. Et puis, on vous remercie pour votre présence et votre participation. Nous, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur et sur lequel on met beaucoup d'énergie. Donc, si ça parle aux uns et aux autres, on sera ravis de poursuivre la discussion. Et je vois qu'il y a une dernière question qui est celle d'Herman que je connais bien. Accompagnez-vous des PME ayant des projets à l'étranger? Jusqu'à présent, on a plutôt accompagné des entreprises locales qui, pour certaines, ont des projets à l'étranger ou ont des activités à l'international. On n'est pas des spécialistes de l'international, mais en tout cas, le sujet de la stratégie, encore une fois, il est commun. Donc, on n'a pas trop de limites, mais Herman, on se recontacte. On a la possibilité de faire intervenir des spécialistes sur des sujets particuliers, ce qu'on avait fait notamment dans le cadre d'une implantation en Pologne à un moment donné. Voilà, mais ce sont des sujets qu'on peut étudier, oui. Exactement. Donc, merci beaucoup à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis, au plaisir de rééchanger avec vous. À bientôt et merci beaucoup. Au revoir.